Le chef de l'État vient de procéder à la présentation officielle du mausolée Omar Bongo Ondimba de Franceville. Une cérémonie qui a vu la participation de plusieurs personnalités politiques, militaires et religieuses. Nous dirons nos reporters dans cette édition d'information. Et puis à l'étranger, l'Assemblée nationale française a adopté en début de semaine à une large majorité la reconnaissance de l'État palestinien en dépit de l'opposition. Bienvenue à tous et merci de nous faire confiance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelques heures avant la cérémonie de présentation officielle du mausolée Omar Bongo Ondimba de Franceville, les musulmans du Gabon, conduits par le Conseil supérieur des affaires islamiques, ont tenu à leur manière à marquer d'une pierre blanche le dit événement en procédant aux invocations, méditations et prières. Voyons tout cela avec nos envoyés spéciaux à Franceville, Ousmane Mbina et Isiak Fafouni. C'est une délégation essentiellement composée des imams du Gabon, conduite par le bureau du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qui ont tenu au cours d'une cérémonie de formulation de vœux pieux en prélude à la présentation officielle du mausolée Omar Bongo Ondimba de Franceville. Prières, méditations, invocations ont entre autres constitué la toile de fond de la dite cérémonie qui a vu la présence du raïs de la communauté musulmane du Gabon, Hadj Ali Bongo Ondimba. Plusieurs heures durant, les musulmans venus des quatre coins du pays, à travers cette série d'invocations, ont exprimé tout l'intérêt porté à l'endroit de l'illustre disparu, ce au regard de son attachement à la religion islamique. C'est en présence de plusieurs personnalités politiques, militaires et religieuses que la cérémonie de présentation officielle du mausolée Omar Bongo Ondimba de Franceville, cérémonie ayant également vu la participation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, allocutions et autres témoignages ont été au cœur de l'événement. Franceville a une fois de plus inscrit son nom dans l'histoire de notre pays en étant hôte de la cérémonie de présentation officielle du mausolée Omar Bongo Ondimba, disparu en Barcelone et en Espagne il y a près de 5 ans et demi. Cérémonie ayant regroupé plusieurs personnalités politiques, militaires et religieuses autour du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Selon l'ordonnance du programme en notre possession, a donné une série d'allocutions dont en voici quelques propos. Mon émotion quant à elle est celle d'un ancien proche collaborateur du président Omar Bongo Ondimba, qui eut l'honneur de jouir de son estime et de sa confiance de longues années durant lesquelles ce collaborateur doit aujourd'hui une bonne partie du devenir de sa carrière politique. C'est le président Omar Bongo Ondimba qui m'a permis de faire mes premiers pas en politique. Nous sommes tous, comme disait un homme d'État étranger, les héritiers d'Omar Bongo Ondimba. Nous avons été soit ses enfants, soit ses amis, soit ses collaborateurs. Chacun, à ses différents titres, garde un souvenir impérissable. Besoin est ici de relever que ce mausolée apparaît comme un lieu chargé d'histoire, de culture et de culte et comporte par ailleurs un musée portant l'illustre identité de feu Omar Bongo Ondimba, une bibliothèque et une mosquée. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, nous y sommes, présentant au peuple gabonais, à l'Afrique et au monde entier, l'ultime demeure de ce grand fils du pays, dont le rayonnement a dépassé nos frontières. Une pensée particulière à M. Pam. Je vous remercie ainsi que les personnes à qui vous avez fait confiance pour réaliser ce noble chantier
pour la passion et le temps consacré à cette œuvre. Fort de cet aspect, un culte écuménique a été également au cœur de cette cérémonie de présentation officielle. Notre souhait le plus ardent est que tout ce qui pourrait vous émerveiller en ce lieu, alors que les décors de la tombe soient supérieurs que ce que nous voyons. Amen. Car de la même manière dont nous l'avons érigé sur terre, et là c'est une œuvre humaine. Il y a plus que ça sous terre. Et là, ce sont des œuvres angéliques. C'est là la réalisation d'un grand projet ayant nécessité beaucoup de travail, de nuit comme de jour, œuvre de pleine richesse culturelle. De la présidence de la République, membres du gouvernement, personnalités des institutions constitutionnelles et de confessions religieuses se sont donné rendez-vous ce jour, ici même, comme vous pouvez l'apercevoir, pour vivre en direct la présentation officielle du mausolée Omar Bongo Ondimba après 5 ans de sa disparition. Envoyés spéciaux à Franceville pour Nour TV, El Hadj Isiak Bodorin Fafouni, Ousmane Bina. Dans son traditionnel rendez-vous avec les hommes et femmes des médias, le conseiller politique porte-parole de la présidence de la République est revenu largement sur l'agenda du chef de l'État, mais aussi sur des sujets qui font l'actualité du moment. Alain-Claude Bilibinze au micro de Ousmane Bina et Isiak Fafouni. Vous savez qu'au moment même où nous entretenons, le président de la République reçoit en audience le nouveau directeur général de Total, du groupe Total, qui donc effectue sa première visite sur le continent en sa qualité de directeur général. Il s'est donc arrêté à Libreville pour une audience prévue avec le chef de l'État. Et ensuite, il continuera ses activités sur d'autres sites et d'autres pays. Sur l'agenda de la semaine dernière, vous savez que le président de la République a effectué une importante visite officielle en Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que le Gabon et la Côte d'Ivoire entretiennent d'intenses relations diplomatiques et économiques depuis 1960. Mais ces dernières années, c'est une relation qui a connu un coup d'accélérateur, notamment au plan économique, parce qu'en 5 ans, les échanges entre le Gabon et la Côte d'Ivoire sont passés d'une balance de 40 milliards de francs CFA à 400 milliards de francs CFA, ce qui montre bien que la volonté des deux chefs d'État, associée à la volonté des opérateurs économiques d'accélérer la coopération, produit des effets. Il reste maintenant à faire en sorte que la partie gabonaise, pour ce qui est des opérateurs économiques, soit elle également un peu plus présente pour qu'on trouve sur le sol ivoirien des produits venant également du Gabon, de sorte de rééquilibrer un tout petit peu dans les années à venir cette balance commerciale. À l'instar des autres villes du pays, Franceville vient également d'apporter son soutien au chef de l'État, par ailleurs distingué président du Parti démocratique gabonais à travers une grande marche ayant regroupé l'ensemble des militants de cette formation politique. Ousmane Mbina, Isiak Bodorin Fafouni. En réponse à la sortie du livre du journaliste français Pierre Payan, les militants du Parti démocratique gabonais du Haut-Ogoué, solidaires au distingué président Ali Bongo Ondimba, venus de la Blébombi-Leyou, de la CB Bricolo, de la Djouri-Anili, ce sont tous les 11 départements de la province qui ont répondu à l'appel des hiérarques de cette formation politique en battant le pavé. En tête du peloton, les membres du comité permanent du bureau politique, les membres du bureau politique, du comité central, au cœur d'une grande marche, laquelle visiblement a honoré toutes ses promesses. Ici, tout est réglé avec la précision d'une horloge suisse. L'organisation est au rendez-vous. Banderoles et autres accessoires à l'effigie du chant de l'émergence Ali Bongo Ondimba, une marche qui a pour chute la place des fêtes de la localité. C'est le lieu, mes chers frères et sœurs, mes chers parents, de vous remercier pour cet élan de solidarité et d'amour et d'affection
que vous venez de manifester à la face du monde entier, à l'endroit de notre illustre fils, qui a fait l'objet, comme vous le savez, d'une campagne de dénigrement de la part de certains compatriotes à court de projets politiques pour notre pays, le Gabon. Oui, chers parents, oui, chers frères et sœurs, je me pose la question à haute voix. Comment ceux-là qui nous ont appris à comment nous comporter, à comment nous conduire, à quoi dire lorsqu'on est en public et en famille, comment ceux-là peuvent-ils se permettre aujourd'hui de dire le contraire de ce qu'ils nous ont appris, de ce qu'ils nous ont enseigné hier? Les orateurs ne sont pas allés avec le dos de la cuillère. Ils dénoncent avec fermeté ce qu'ils qualifient de manœuvre dilatoires. Nous ici, dans le Haut-Ogooué, nous leur disons, nous vous mettons au défi de prouver qu'Ali Bongo Ondimba n'est pas le digne fils d'Omar Bongo Ondimba. Ils sont tous ingrats parce qu'ils sont tous, chacun, redevables d'Omar Bongo Ondimba de quelque chose. Le Haut-Ogooué est un, et nous ne devons pas accepter les gens qui veulent nous amener la division dans le Haut-Ogooué. Ce un-là, c'est Zakari Liboto. Nous avons, c'est regrettable, c'est concernant de voir que Zakari, plus proche collaborateur parmi les collaborateurs, parent de premier degré, parent de première heure d'Omar Bongo Ondimba, qui ose sortir à la face du monde pour dire qu'Ali Bongo Ondimba n'est pas le fils d'Omar Bongo Ondimba. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, chers parents? Le PDG dans le Haut-Ogooué, au regard de la forte mobilisation qui a prévalu, reste vraisemblablement la grande machine des rendez-vous électoraux. Pas de place aux vendeurs d'illusions, ont martelé en chœur les PDGistes du Haut-Ogooué. Ils sont environ une dizaine de réalisateurs ayant pris part aux escales documentaires de Libreville qui verront des sujets liés aux faits historiques, politiques, mouvements sociaux, modes de vie, mais également des portraits sur des personnalités emblématiques du monde. Pour ce fait, nos reporters ont jeté un regard sur Joël Calmetes qui a été mis en son par Ahmed Farlambeni Evaka sur des plans de coupe de Jeffrey Rogondi Mustafa. Invité par l'Institut gabonais de l'image et du son, en partenariat avec l'Institut français du Gabon, le réalisateur français Joël Calmetes séjourne à Libreville pour présenter au public gabonais une série de documentaires tels que celle dédiée à Nelson Mandela. Mandela, c'était, on va dire, c'était à la fois un hommage à Mandela, un apprentissage, un enseignement de sa vie passée, mais aussi comment on peut faire sa vie autour d'une idée assez simple, énorme et assez simple, qui est la démocratie. On a prêté à Mandela des vertus importantes. On en a fait un saint. On a cru qu'il allait changer le système politique sud-africain. Non, Mandela, il voulait la démocratie. Idée simple, noble, et il a mis sa vie au service d'une idée. Professionnel du cinéma, auteur de plusieurs ouvrages cinématographiques, après des études en ingénierie et en philosophie, cette personnalité du 7e art s'oriente finalement vers l'image pour tourner son premier documentaire à la fin des années 80. Chaque film a une proposition de réflexion. Un documentaire, ça doit être ouvert. C'est pas seulement, j'ai pas un message, un endoctrinement, il faut que les gens pensent ceci, cela. Non. Le but, c'est de leur proposer à la fois une transmission de connaissances et puis une capacité de réfléchir, une ouverture d'esprit. Et donc il y a des problématiques plus que des leçons qui sont données. Actuellement en tournage, un film sur l'histoire de la dette française depuis 40 ans avec les hommes politiques français. Étonnamment, c'est à distance que Camus et Sartre vont se repérer et se trouver des affinités. D'Albert Camus à Madiba, dans Au nom de la liberté, le cinéaste consacre sa vie à faire revivre ces grands personnages de l'histoire. En 2003, Joël Calmetes crée sa propre structure de production pour développer des projets personnels. La Fédération des associations des spectateurs de cinéma organise la journée du cinéma indépendant. La volonté de cette journée pour nos réalisateurs est de revendiquer un espace contre les géants cinématographiques
qui contrôle toute la chaîne cinématographique. Écoutons cette réaction d'un jeune cinéaste gabonais. Il est au micro d'Ahmed Beni Evaka. Il y a des Gabonais qui s'illustrent dans le cinéma. Mais une identité même, parlant d'identité cinématographique gabonaise, je dirais non. Parce que le Gabon n'a rien de spécifique, n'a pas une couleur spécifique dans le genre cinématographique qu'il propose. Comparé par exemple à nos amis de l'Afrique de l'Ouest, où on reconnaît tout de suite les productions de l'Afrique de l'Ouest. Il est difficile de repérer une identité culturelle vestimentaire ou sur le plan des décors qui sont proprement au Gabon. Mais peut-être qu'il y a des petits éléments qui pourraient entrer dans notre cinéma, qu'on pourrait introduire dans nos productions, tels que le raffia, qui est un pain typique gabonais, qu'on pourrait valoriser à travers le cinéma. Les rares fois quand même que les films gabonais sont sortis, ils font quand même bien bonne prestation. J'en veux pour preuve le dernier FESPACO, par exemple 2013. Nous avons quand même apporté sur les 3-4 productions qui étaient allées, on avait eu quand même le prix de la meilleure série, on a eu le prix de bronze, du court-métrage. Donc voilà, c'est déjà on avait eu certains prix, un prix de l'affiche, prix du son. Je ne pense pas que les films gabonais ne sont pas aimés à l'extérieur. C'est juste qu'il n'y en a pas beaucoup. Phénomène récurrent constaté dans notre capitale. Certaines babysitters, appelées encore nounous, prennent plaisir à battre les enfants qui leur sont confiés. Nos reporters ont ainsi recueilli les avis de quelques personnes. Regardez. Pour multiples raisons, les parents se voient très souvent obligés de confier la garde de leur enfant à une nounou, c'est-à-dire une femme payée pour l'entretien des nourrissons, mais souvent pas bien connue par son employeur. Triste constat est celui de voir comment certaines de ces babysitters, à l'absence des parents, prennent plaisir à battre avec une violence inouïe ces tout-petits. Peut-être qu'elle n'a pas d'enfant, elle le fait, ou qu'elle est possédée, même quelqu'un qui est possédé, mais un enfant. Je crois que la petite fille qu'on a tapée, elle n'avait même pas 3 ans, à peine 2 ans. Mais attends, une mère d'enfant, 9 mois de grossesse, cette douleur, tu vas frapper sur l'enfant, même l'enfant qui ne t'appartient pas. D'abord, l'enfant d'autrui, tu ne peux même pas me lever la main sur l'enfant d'autrui. Parce que d'abord, tu as peur. Bon, maintenant, un cas comme ça, sincèrement, moi, la prison ne devait pas être sa place. Si c'est moi qui lui ai donné l'autorisation de le faire, j'accepterais que la nounou porte correction. Pas vraiment frapper, mais porte correction. De temps en temps, quand mon enfant veut parfois s'entêter et suivre un chemin qui lui est proscrit, en fait. Bon, maintenant, si elle le fait pour le plaisir ou bien pour tout le temps vouloir avoir le dessus sur lui, eh bien là, je serais véritablement contre cela. Je lui donnerai quelques avertissements d'abord, pour qu'elle sache que c'est pour un but précis, mais pas que cela devienne une habitude. Bien évidemment, je la foutrai à la porte. Je vais aussi la frapper. C'est pas ça. Ce sont les femmes à condamner. C'est un acte odieux. Et il ne demande pas de passer. On leur demande de passer vraiment au niveau du tribunal parce que ce n'est pas normal qu'une femme, telle qu'une femme qui fait un enfant et qui travaille pour garder à bien cet enfant pour gagner son bout de pain et tape sur l'enfant, c'est pas normal. Au vu de l'ampleur de cette situation, la question que l'on se pose est de savoir à qui réellement faire confiance pour la garde d'un enfant. La page internationale de ce journal nous emmène en France. La France qui a étendu ses mesures de contrôle de santé déjà en vigueur à l'aéroport de Roissy aux ports accueillant des bateaux en provenance d'un pays touché par l'épidémie Ebola. Marins et passagers auront un test de température avec des thermomètres laser qui permettent de détecter des cas suspects et d'éviter toute propagation. Un reportage de l'AFP.
De nombreux aéroports dans le monde contrôlent désormais la température des voyageurs à l'aide de thermomètres infrarouges sans contact afin de détecter d'éventuels porteurs du virus Ebola. Leur température est prise dès l'arrivée pour dépister une possible contamination. Une température au-dessus de 38,6 présentant une menace sanitaire, les passagers suspects sont passés au crible, mis à l'isolement ou laissés libres si la suspicion d'Ebola est levée. L'appareil, parfois appelé thermomètre frontal, dispose d'une sonde munie d'un capteur qui, placé à quelques centimètres de la peau de la région frontale, mesure la température. Le corps humain, comme les objets, dégage des rayonnements infrarouges de différentes longueurs d'onde qui varient en fonction de la chaleur. Ces radiations sont converties en signal électrique par le capteur du thermomètre. Ce signal est ensuite évalué puis converti en un signal numérique qui donne la température du corps. Certains aéroports, comme celui de Hong Kong, utilisent des caméras thermiques qui peuvent aussi mesurer la température du corps à distance. Mais elles ne sont pas aussi précises que les thermomètres et ne sont qu'un outil complémentaire, pas une méthode exclusive de diagnostic. Restons toujours en France où l'Assemblée nationale a adopté mardi à une large majorité, en dépit de l'opposition de la droite, la résolution socialiste sur la reconnaissance de l'État palestinien. Un texte à portée symbolique au moment où les Palestiniens tentent de faire avancer leur cause à l'ONU. Voici le résultat du scrutin. Votant 506, suffrage exprimé 490, majorité absolue 246, pour 339, contre 151. L'Assemblée nationale a adopté. La France considère que la reconnaissance de l'État palestinien devra venir dans le cadre d'un accord négocié entre Israël et les Palestiniens. Donc c'est un appel à la paix, c'est une condamnation des extrémistes, c'est une volonté de vraiment déboucher sur une solution reposant sur deux États. C'est la position constante de la France. Nous avons voulu que ce soit un vote de rassemblement. Moi, je respecte toutes les positions, y compris ceux qui n'ont pas voulu se rallier à notre texte. Je pense que c'est suffisamment grave pour qu'on ne fasse pas de politique politicienne, encore moins d'arguments électoraux sur ce sujet, qui a toujours uni d'ailleurs tous les présidents et les gouvernements français de la Ve République. Si, il y a un clivage gauche-droite. Incontestablement, la droite n'a pas voté. C'est une minorité de la droite qui a voté et une petite minorité d'ailleurs de la gauche qui a voté contre. Non, il y a un clivage réel. La reconnaissance de l'État de Palestine, ça ne doit pas être confondu, ça ne doit pas être instrumentalisé. Ce n'est pas de l'électoralisme vil, ce n'est pas favoriser une communauté contre une autre, c'est dire qu'il faut deux États pour deux peuples. Dans le cadre des explications de vote, la parole est à monsieur. Faisons à présent un tour rapide de l'actualité avec Le Monde en bref. Nouvel appui inattendu dans la lutte contre le groupe État islamique. Washington révèle que des avions de chasse iraniens ont frappé des positions des djihadistes dans l'est de l'Irak. La coalition se réunit à Bruxelles autour de John Kerry pour discuter de la stratégie militaire. La lutte contre la propagande des terroristes sur Internet sera aussi au cœur des discussions. Pas de faute professionnelle des gendarmes, c'est la conclusion de l'enquête de l'inspection générale de la gendarmerie après la mort de Rémi Fraisse. Le rapport estime que le lanceur de la grenade mortelle avait bien averti au préalable les manifestants et manifesté sa volonté de ne blesser personne. La famille du jeune militant écologiste a aussitôt qualifié de mensonge ces conclusions. Michel Sapin optimiste sur le déficit public français. Le ministre table sur 4,1% du PIB pour 2015, ce qui permettrait de passer sous la barre des 3% en 2017, conformément à la limite fixée par Bruxelles. Le gouvernement ne prévoit pas de nouvelle hausse d'impôts pour les 3 années à venir, a aussi annoncé Michel Sapin. Benyamin Netanyahou fait le ménage autour de lui. Le Premier ministre israélien a limogé 2 ministres centristes jugés trop critiques et qu'il soupçonne de fomenter un putsch contre lui. Le Parlement doit fixer aujourd'hui la date d'élection anticipée qui devrait avoir lieu mi-mars, alors que la législature actuelle ne devait s'achever qu'en 2017. Vous reprendrez bien une part de gâteau. Les fanatiques de la famille royale britannique pourront s'offrir un morceau du cake aux fruits du mariage de Kate et William, vieux de près de 3 ans, lors d'une vente aux enchères à Beverly Hills. Plus classique, des robes de Diana sont aussi à saisir, de 20 000 à 100 000 $.
La page sport dans ce journal, c'est avec les suites de la deuxième édition du Marathon du Gabon. La page de l'événement s'est refermée derrière nous avec des fortunes diverses. Mais retour ce soir sur l'organisation de la compétition et ce coup de projecteur sur l'apport du personnel médical pendant les différentes étapes de l'épreuve. C'est un reportage d'Issa Mefan. À l'occasion de la deuxième édition du Marathon du Gabon, la sécurité sanitaire était au rendez-vous. Assurer les risques cardiaques et bien d'autres n'ont pas échappé à la vigilance du staff médical qui n'a ménagé aucun effort dans le suivi des coureurs qui ont subi des fatigues et des phases d'évanouissement dues au climat et à l'effort physique. C'est chaud écoulé parce qu'il fait chaud. Et je suis tombé. Oui, mais c'est trop difficile. Moi j'ai commencé le marathon à courir, puis une distance après j'ai marché, je cours un peu, je marche un peu, je cours un peu, je marche un peu, jusqu'à la fin ici, je suis arrivé à la fin courir. Je sentais un peu de vertige, je préférais de se reposer un peu seulement. Il n'y a pas un problème grave, c'est seulement sentir un peu de vertige. C'est des milliers de personnes qui ont battu le bitume le week-end écoulé à Libreville. L'apport du personnel soignant a été d'une valeur inestimable. Derrière l'engouement qui a habité nos marathoniens, les risques étaient à prévenir. Félicitations pour l'organisation du marathon pour cette deuxième édition. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Nour TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.